Bonjour à tous, Fabien de Captain Virtuality. Aujourd'hui je suis à Paris au 104. C'est le lieu où se déroule le salon Virtuality, un salon sur 3 jours dédié à la réalité virtuelle et aux technologies immersives. Quoi de mieux qu'un salon pour pouvoir tester des nouvelles expériences. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Olivier Godest. Bonjour. Bonjour. Qui va nous parler de ce salon et de tout ce qui s'ensuit. Merci beaucoup. Merci beaucoup de m'accueillir. Le salon Virtuality m'a aidé à plonger dans les technologies immersives, parce que j'ai commencé à m'intéresser à ces technologies-là de manière approfondie en 2017. Parfait. Voilà. Bah, on est là aussi pour ça. Exactement. Ça tombe bien, ça, ouais, vrai, ça répond à nos objectifs. Et du coup, c'était important pour moi de faire cette interview. Également pour ça, parce que en 2017, j'ai fait une reconversion professionnelle. Et du coup, j'ai fait un MBA en marketing digital. Je suis allé pour la première fois au salon, la première édition de Virtuality en 2017. Ouais. Et du coup, je suis retourné avec plaisir en 2018. Ouais. Troisième édition en 2019. Ça, exactement, troisième édition parisienne. Donc novembre, on a décalé les dates, parce que on est habitué à février, mais pour pas mal de raisons, qui sont principalement des raisons de production, des raisons techniques. On fait que on a décalé le salon en novembre, qui nous paraissait être une date qui est plus adaptée, à la fois pour notre public et puis aussi pour nos exposants. Et donc il va falloir patienter encore un tout petit peu plus pour découvrir pas mal de nouveautés, parce qu'on a déjà pas mal de choses en préparation qui vont être intéressantes en 2019. En effet, la date de novembre peut être intéressante parce que ça se rapproche des fêtes. C'est vrai qu'il y a pas mal aussi d'annonces, j'ai vu, de spécialistes de la réalité virtuelle, équipements, qui arrivent plutôt en fin d'année. On a eu l'Oculus Go, l'annonce de l'Oculus Quest en fin d'année. Tout à fait. Là, il y a HTC qui a parlé aussi du Cosmos aussi, HTC Vive Cosmos qui ne devrait pas tarder. Nous, on est d'abord un salon professionnel. Notre ADN, c'est d'abord de favoriser les interactions business entre nos exposants et des visiteurs qui sont d'abord et avant tout des professionnels. Mais c'est vrai qu'on a une ouverture aussi au public plus large le samedi. Et c'est vrai qu'avoir une visibilité pour cette technologie-là à l'approche des fêtes de fin d'année, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et c'est une des raisons pour lesquelles on a décalé effectivement le salon. Un des facteurs clés qui fait que l'adoption se fait ou ne se fait pas, c'est la faculté pour les entreprises, d'une, à voir le retour sur investissement qu'elles peuvent avoir avec la technologie. Et pour avoir une vision sur ce retour sur investissement, ce qu'il faut aussi, c'est qu'elles aient des cas d'usage réalisés finalement par d'autres entreprises qui leur permettent de se projeter sur ce qu'elles vont pouvoir faire avec ces technologies-là. Donc là, on va pouvoir montrer, notamment pendant ces journées professionnelles, un maximum de cas d'usage pour aider les entreprises à se projeter sur la manière dont elles vont pouvoir utiliser avec nos exposants ces technologies. Les conférences à Virtuality. C'est hyper important pour nous. On a vraiment d'un côté les exposants qui montrent les choses parce qu'il faut les tester. On a besoin de mettre un casque ou des lunettes ou de prendre un iPhone dans les mains, etc. pour voir vraiment la technologie en action. Les conférences, ce qu'on appelle les talks, qui existent depuis le début de Virtuality et qui ont ce format de conférences assez courtes, d'une vingtaine de minutes. On a fait le choix, nous, en tout cas, de ne pas faire des tables rondes, ce qui est un format aussi intéressant, mais voilà, en fait, elles visent à répondre à une problématique, une conférence égale une problématique, auquel un professionnel, un expert du secteur vient apporter une réponse, souvent par le cas d'usage qu'il a pu développer, soit avec une entreprise, soit dans le biais de ses activités. Après du coup 2 éditions, 2017-2018, quel est votre retour sur le salon et les prévisions pour la 3e édition? Alors on est super ravis parce que c'était un sacré challenge de lancer un salon à Paris, c'est pas facile, il y a beaucoup de concurrence, surtout sur une technologie qui est quand même assez nouvelle. Beaucoup de gens veulent venir voir à quoi ça ressemble, mais c'est pas forcément toujours la priorité aujourd'hui dans les entreprises. On entend beaucoup plus parler d'intelligence artificielle, bien que l'intelligence artificielle puisse être couplée justement avec ces technologies-là. Mais c'est vrai qu'en 2017, quand on se lance, on se dit bon, c'est un pari, on va voir si ça fonctionne. Et force est de constater que sur les 2 années, on a vraiment eu un beau succès. On a attiré plus de 10 000 personnes en 2017 et en 2018, alors qu'on a eu une bascule aussi sur 2018.
Donc on avait 2 journées grand public la première année, puisqu'on ne savait pas trop comment se positionner encore. On savait qu'on voulait faire du business, mais c'est vrai qu'on ne savait pas si le week-end était plus adapté. On a fait évoluer le salon pour avoir 2 journées pro en semaine, donc ça pouvait être un petit peu plus délicat pour nous, mais le public a aussi été présent en 2018. On a eu de plus en plus de startups aussi qui sont présentes, alors des startups françaises, plus de réalité augmentée également. On a pu faire un village dédié vraiment à la thématique de la réalité mixte, notamment avec HoloLens en 2018. On a eu un village international aussi, on est passé de 2 à plus de 15 entreprises internationales qui sont venues sur le salon. Et voilà, donc c'est un vrai succès. On a renouvelé notre village santé, on a pu faire un village R&D, il y avait un village jeux vidéo. En 2 ans, on a réussi à construire vraiment une institution en termes de salon sur le sujet de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Et en plus de ça, on a pu développer en 2018 aussi notre salon à l'international. Donc j'ai envie de dire en 2 ans et demi, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais en tout cas, moi je suis fier de ce qu'a fait mon équipe et on est super content. Je pense que c'est lié au fait que voilà, on fait ça avec beaucoup de plaisir. On s'est beaucoup approprié ce salon. On y met vraiment beaucoup d'énergie. Vraiment, et de la passion. Aussi un bon mix entre l'aspect professionnel et l'aspect ludique. Oui. On peut à la fois, parce que c'est vrai dans ces nouvelles technologies-là qu'on aime bien tester, on aime bien expérimenter, même en tant que professionnel, les nouveautés, et du coup il y avait un bon mix avec les différents villages. C'est un parti pris aussi de notre part, c'est-à-dire que c'est vrai que au tout début, certains étaient étonnés qu'on puisse mélanger à la fois par exemple des médecins qui vont utiliser la réalité virtuelle à des effets thérapeutiques et puis de l'autre côté des gens qui font du jeu vidéo qui sont purement dans du loisir. Mais la vérité c'est qu'en fait les gens qui font du loisir vont aller discuter avec les médecins sont super contents parce qu'ils sortent un peu de leur colloque classique et puis du coup ils rencontrent des gens d'autres secteurs et en fait ils se rendent compte sur des technos qui sont hyper neuves où on apprend l'écriture, la manière de faire, de coder, d'écrire, enfin voilà il y a plein de choses à créer. Ces gens qui sont issus de secteurs d'activité complètement différents trouvent des points de convergence et en fait ils apprennent les uns des autres et ça aussi c'était un choix, un pari on va dire de notre part et en fait vraiment je pense que c'est un pari payant parce que c'est une des valeurs ajoutées du salon. Quelle est votre vision sur le développement de ces technologies-là à travers vous, la relation avec les professionnels? Nous ce qu'on voit c'est vraiment que le marché est en train de grandir. Pas forcément à la vitesse dont tout le monde aurait rêvé, parce que bien évidemment on adorerait que le marché explose et que ce soit vraiment on va dire une locomotive industrielle sur les nouvelles technologies. Je pense qu'aujourd'hui c'est une locomotive industrielle, elle avance relativement rapidement, mais elle est confrontée à un certain nombre de problématiques qu'il faut résoudre, comme dans toute nouvelle technologie. Notamment des questions de poids, d'équipement, de miniaturisation, de création de contenu, d'accès à la donnée. Maintenant, je trouve qu'il y a des choses qui ont été déjà intéressantes cette année et qui vont dans le bon sens en 2019. Je pense notamment à la 5G. Ça va être un vrai grand sujet. On a un de nos partenaires qui est Orange, qui était notamment présent là en 2018, qui devrait être là en 2019 parce que de toute façon, avec les sujets de la 5G, bien évidemment, sur notamment les casques portatifs, c'est un accès à la donnée facilité, c'est la facilité de pouvoir avoir des données en temps réel qui arrivent dans les casques. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très important. L'autre chose, c'est évidemment le matériel. Donc il y a à la fois les casques autonomes, et ça, du coup, on va peut-être enfin supprimer les questions de fil. On va arriver à des casques qui sont de plus en plus puissants. Ça va être, donc, 5G, casque autonome, ça on peut coupler aussi à tout ce qui va être informatique finalement, qui n'est plus lié à un PC, on va dire physique, mais qui est un PC qui fonctionne dans le cloud. Aujourd'hui, on a une boîte française qui fait ça super bien, qui s'appelle Blade notamment, qui fait de l'informatique finalement dématérialisée. Et ça donne des puissances de calcul aussi qui sont hyper importantes. Tous ces sujets sont liés en fait. Et donc quand on parle de VR, finalement, on ne peut pas s'empêcher de parler d'intelligence artificielle, de dématérialisation, de miniaturisation de la technologie. Et donc voilà, donc tous ces sujets, on va les mettre en avant en 2019. On a également HoloLens numéro 2, pas complètement annoncé, mais normalement pour 2019, c'est quand même ça a l'air d'être dans les tuyaux voilà, a priori. En fin d'année, ça... Voilà, on espère qu'on devrait pouvoir normalement montrer un HoloLens 2 pendant Virtuality 2019. Tout va bien. Voilà, donc il y a toutes ces nouveautés à venir. Et puis voilà, après le marché se construit au fur et à mesure. Et puis il y a de nouveaux cas d'usage tous les ans. Des nouvelles entreprises qui ont utilisé ces technologies-là et qui vont venir nous expliquer comment elles les ont utilisées, pour quel but, quel a été à la fois leur intérêt et leur retour sur investissement justement en utilisant ces technologies.
voit qu'il y a des nouveaux cas d'usage qui se développent et des cas d'usage qui commencent à être bien robustes. Ouais. Quel est votre avis sur les cas d'usage qui vous semblent du coup, on va dire déjà bien installés et prometteurs pour le futur? Alors aujourd'hui, les cas d'usage qui me paraissent les mieux développés sont notamment autour de la formation, tout secteur confondu. Tout secteur confondu, parce que pour la médecine, par exemple, c'est la possibilité de faire le premier geste, non pas sur un vrai patient, mais de manière virtuelle, tout en reproduisant finalement les mêmes sensations que sur un vrai patient. Donc il n'y a plus de risque. Ça, c'est vraiment quelque chose d'hyper intéressant. Également pour les entreprises qui ont des problématiques de formation et notamment d'accès, par exemple, aux conducteurs de métro, conducteurs de train. Pendant très longtemps, on a entraîné d'ailleurs, encore aujourd'hui, on entraîne les pilotes avec des simulateurs d'avion. Bon, bah, aujourd'hui, c'est pas forcément autant développé, par exemple, pour le train, pour le RER, pour le métro. Aujourd'hui, on est capable, plutôt que d'amener une rame de train complète sur place pour faire une formation au conducteur, on peut le faire en réalité virtuelle, en tout cas au moins pour les premières bases. Idem dans l'industrie avec la maintenance. Avec HoloLens, on est capable aujourd'hui de réduire les temps de formation sur les opérations de maintenance, notamment Airbus le fait très bien. Donc voilà, ça c'est vraiment des domaines au niveau industriel et B2B. Il y a un retour sur investissement qui est tout de suite visible. Voilà, exactement. Hyper visible. Marketing, communication, il y a plein de choses qui existent. Quand on voit ce qu'a fait Ikea, qui est suivi aujourd'hui là depuis peu, j'ai vu Maison du Monde aussi qui se mettait sur le sujet. Amazon l'a fait également, c'est vrai que c'est bien pratique. Moi je me suis installé il n'y a pas longtemps dans un nouvel appartement, j'ai envie d'avoir un nouveau canapé. Et bah, pour voir les dimensions exactes que ce canapé va prendre chez moi, j'ai utilisé l'application Ikea et j'ai vu que voilà, le canapé il était sûrement trop grand pour chez moi. Et que donc du coup soit il fallait que je vise plus petit, mais en tout cas voilà, j'ai pu voir le canapé en réalité augmenté chez moi et c'est un vrai intérêt public. On a également des opérations de marketing communication pour des associations, pour les sales par exemple, je pense aux commerciaux. Les outils d'aide à la vente. Ouais, voilà. Si je vends par exemple, là on est dans un restaurant, ils ont une grosse machine à café pour faire des espressos. Bon, bah, un commercial de ce type d'entreprise ne peut pas se trimballer avec 5 machines à café sous le bras, déjà une, même pas une. Le fait de pouvoir la montrer finalement avec une application de réalité augmentée, ne serait-ce que pour montrer au propriétaire du restaurant ou du bar la place qu'elle va prendre, pour pouvoir montrer à l'intérieur comment ça fonctionne et c'est quoi la différence avec une autre machine à café, en quoi elle est mieux. Voilà, il y a plein de cas d'usage pour les entreprises. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est l'aspect plus aussi grand public, j'ai envie de dire, où on attendait peut-être de la part de certains un équipement de la part des gens chez eux. J'ai jamais trop cru, parce que pour des problématiques de place, voilà, d'espace que ça peut prendre. En revanche, les salles d'arcade, on a vu ça grandir avec nous. Finalement, elles sont arrivées à peu près en même temps que Virtuality, puisque je me rappelle, MK2VR s'est lancé à quelques mois d'intervalle en même temps que Virtuality. C'était un peu les premiers, hein, avec notamment, j'oublie le nom d'une autre salle d'arcade, mais il y en a eu tellement en fait à Paris que je les oublie. Ils ont confirmé, il y a une grande qui vient d'ouvrir là. Il y a eu Lucity qui a ouvert il n'y a pas longtemps, qui a quand même des ambitions hyper importantes, qui développe du contenu spécifiquement pour cette salle. Donc ça, c'est un virage en effet. Alors il y a quelque chose qui se passe. On a des acteurs qui investissent pour avoir du contenu, parce que nous en fait en France on est très très fort sur la production de contenu, mais il faut des gens qui les demandent. Oui. Il faut des clients. Voilà, il faut consommer les contenus. Voilà, et donc du coup je pense il y a une petite partie qui peut être le consommateur grand public chez lui. Moi j'ai un casque VR chez moi, mais je suis encore une exception. Moi j'ai aussi ça va venir. Un Oculus Rift, mais j'ai également ces problématiques de place justement pour créer. C'est pas facile du coup parce qu'il faut créer une salle dédiée. Et puis j'ai envie de pouvoir jouer avec mes copains, mes copines. Et ben en fait un Illucity, un MK2VR, etc. Je peux jouer en réseau avec mes amis et ça procure une expérience nouvelle aussi. Il y a des escape games aussi. Voilà, exactement, j'allais y venir. Les escape games, il y a eu 2-3 trucs qui sont sortis là cette année, de grande qualité, qui s'exportent à l'international. Voilà, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de marché de la VR et de l'AR. Je pense que clairement, il y a quelque chose qui existe. Est-ce que vous voyez un cas d'usage prometteur En fait, moi j'ai une vision sur la réalité augmentée qui est assez révolutionnaire, pas dans le sens de ma vision est révolutionnaire, mais dans le sens où la technologie va l'être. Je pense vraiment que le jour où des lunettes aussi légères que les miennes et finalement vont être capables, à la manière d'un HoloLens finalement, de faire de la superposition d'imagerie 3D sur le monde réel, couplé à de l'intelligence artificielle avec des... Alors, le seul frein que je vois, c'est ces petites caméras qui pourraient se retrouver sur ces lunettes et qui feraient qu'il y aurait des millions de petites caméras un peu partout. C'est un vrai sujet. C'est la question sur Google Glass. C'est un vrai sujet et c'est un sujet qu'un salon comme nous doit porter. On souhaite le porter notamment par exemple auprès des pouvoirs publics.
on aimerait bien qu'on en discute avant que ça sorte, parce que ça va sortir. Exactement, on le sait. On sait que ça va sortir, On le donc sait. il vaut mieux en discuter avant. Voilà, exactement. Donc, on a aussi une mission de sensibilisation auprès des pouvoirs publics vis-à-vis de ça. Mais je pense que le jour où on aura ces lunettes de réalité augmentée qui me permettront finalement de garder mon smartphone dans la poche et de le couper avec ces lunettes pour avoir un surplus d'informations, pour avoir, ça peut être aussi moins d'informations. Parce que finalement, à partir du moment où mes lunettes sont capables de reconnaître, je sais pas, par exemple un logo de marque, si demain je décide de boycotter cette marque-là, avec mes petites lunettes qui ont des caméras, en fait, elle va reconnaître le logo. Chaque fois qu'il y aura le logo, il sera brouillé, par exemple. Ça peut être une solution, parce qu'on parle toujours de réalité augmentée, mais on peut parler de réalité diminuée aussi avec ces. On peut choisir après, on peut choisir ce qu'on veut. Exactement. Et en fait, là, je pense que ça peut être quelque chose qui est encore, enfin, c'est même sûr, qui est beaucoup plus puissant encore que la sortie de l'iPhone, qui a été, on va dire, un petit peu le step qui nous a fait passer dans l'ère des smartphones. Là, on va vraiment partir sur quelque chose qui va être très très important et révolutionnaire pour toutes les marques, pour toutes les entreprises. Qui va changer les choses. Donc ça, par contre, je ne sais pas quand ça va arriver, mais je sais que ça va arriver. Retour sur l'expérience à Buenos Aires, en Argentine, vous avez fait un salon Virtuality à l'international. Tout à fait. Donc voilà, j'ai suivi ça sur les réseaux sociaux et autres. Ouais. J'ai bien aimé la démarche. Comment s'est passé le salon? Alors très très bien, ça a été un grand succès. Globalement, on a fait à peu près le même format que Virtuality, c'est-à-dire 3 jours, des talks, des exposants. On avait à peu près 70 exposants et partenaires, une quarantaine de conférences, un public nombreux, à peu près 7000 personnes qui sont venues pour un premier salon. Buenos Aires, c'est une ville gigantesque, c'est très difficile d'avoir de la visibilité. On a une belle couverture presse, un vrai beau soutien de la part de la mairie de Buenos Aires, qui est notre partenaire principal sur place. C'est grâce à la mairie aussi qu'on a réussi à le faire, puisque en fait la mairie nous a vraiment sollicité pour réaliser cet événement, et le réseau de franchise Virtuality que nous sommes en train de créer est parti de là. Un grand soutien de l'ambassade, de Business France, enfin voilà, donc ça c'est une condition sine qua non aussi à l'export de salons. On a la chance d'avoir un beau salon français Virtuality. C'est vrai qu'on a besoin nous aussi du soutien des pouvoirs publics pour arriver à exporter notre salon dans d'autres pays, puisque c'est ce qu'on essaye de faire. Aujourd'hui, Virtuality, ça a un petit peu ouvert sur de différents piliers. On a l'événementiel, où le but du jeu, c'est vraiment de faire des franchises Virtuality dans différents endroits. Ça peut être dans d'autres pays, ça peut être en France, ça peut être des petites conférences en région, des choses comme ça, des conférences spécialisées par exemple. Mais donc du coup on refait Buenos Aires l'année prochaine, toujours sur le même format, peut-être dans un autre lieu, mais en tout cas sur le même format. À la même date? Même date, exactement les mêmes dates qu'en 2018, c'était du 7 au 9 juin. Et là aujourd'hui on a d'autres pistes en Amérique du Sud. On aura la confirmation d'ici quelques semaines pour faire un autre petit Virtuality en Argentine également, dans une autre ville. On a des contacts dans d'autres villes d'Amérique du Sud que je ne peux pas citer pour l'instant parce que voilà, on est en plein développement. Mais il y a un grand pays qui serait... Il y a plusieurs grands pays. Plusieurs grands pays. En fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur des coopérations gouvernementales. C'est-à-dire que ce sont des pays qui ont vraiment aussi vocation à montrer qu'ils sont dans une démarche de développement industriel sur les nouvelles technologies. Et donc s'appuyer sur des salons comme le nôtre, c'est parfait parce qu'en fait, ça leur permet de montrer justement leur savoir-faire en la matière et de se développer économiquement sur ces sujets-là. On a 2 nouveaux sites, on a virtuality.io qui présente l'ensemble de nos activités, qui présente des résumés de ce qu'on fait à Paris, à Buenos Aires, nos offres de formation, de consulting, etc. Et on a le site virtuality.fr qui présente le salon de l'année prochaine, pour l'instant qui est surtout ouvert, plutôt vers nos exposants, puisque l'idée c'est surtout de dire si vous faites de la VR ou de l'AR, contactez-nous parce que ça pourrait être intéressant pour vous d'exposer ou de prendre la parole, ou les deux. Peut-être mentionner les 3 nouveautés qu'on a pour l'instant annoncées, parce qu'il y en aura beaucoup. Il y aura beaucoup de nouveautés au-delà des dates. Il y aura quelques nouveautés qui seront notamment annoncées avant l'été, avec des très belles choses normalement qui devraient être annoncées à ce moment-là. Mais déjà, on a la grosse nouveauté de 2019, c'est les Virtuality Awards. On a donc lancé des awards pour récompenser le meilleur de la création VR et AR. On est vraiment sur des catégories XR, on n'a pas cloisonné, c'est par secteur d'activité. Et du coup, les gens peuvent soumettre leur dossier? Voilà, on peut soumettre son dossier en ligne, il suffit de remplir un certain nombre de critères qui sont notamment d'avoir lancé son projet après février 2018, de renseigner quelques informations, et c'est très simple de candidater. Et donc du coup, on aura une remise des prix qui sera probablement le vendredi après-midi, donc le 22 novembre. Donc ça c'est la première nouveauté. Et puis la deuxième nouveauté, c'est pour nos exposants, on aura un espace uniquement B2B.
donc, qui permettra à des exposants qui ne souhaitent pas forcément participer le samedi, parce qu'il y en a, de pouvoir participer uniquement les journées du jeudi et vendredi. Ça, c'est une nouveauté importante parce qu'on a eu beaucoup de demandes sur les 2 premières années, mais on s'est creusé la tête pour essayer de trouver des solutions. Et puis on a créé une nouvelle catégorie de billets qui permet aussi aux personnes de venir sur une journée professionnelle avec uniquement un billet sur une journée, qui est un petit peu moins cher que le billet 3 jours. Parce qu'on avait aussi beaucoup de demandes l'année précédente là-dessus. Ça se fait pas d'habitude sur les salons professionnels, mais comme on n'aime pas faire comme les autres et qu'on aime bien répondre à la demande de nos visiteurs, on a fait ça en espérant que ça permettra encore à un plus grand nombre de pouvoir venir sur le salon et de développer encore plus d'interactions business, quoi. Je donne rendez-vous 21 et 23 novembre 2019. 21, 22 et 23. 21, 22 et 23. Ouais, du coup, c'est jeudi, vendredi Et samedi. Tout à fait. Avec 2 journées professionnelles et une journée grand public. Tout à fait. Donc c'est au 104, Oui. donc, dans le 19e à Paris. Et donc voilà, c'est un très beau salon pour découvrir. À Paris, c'est facile d'accès. Et n'hésitez pas à découvrir donc, ces nouvelles expériences au salon Virtuality. Merci beaucoup de m'avoir reçu, Olivier. Merci Fabien. C'était très instructif et puis j'ai hâte d'être en novembre pour le salon Virtuality 2019. Et en tout cas, bon développement de votre activité pendant cette année-là.